Bonjour, bonjour à vous qui nous rejoignez dans cette interview, cet échange intime, de cœur à cœur aussi, parce que vous allez voir, c'est comme ça en fait que j'aime interviewer les personnes qui viennent dans ce cycle d'interviews depuis 1 an maintenant déjà sur ma chaîne YouTube pour les femmes hypersensibles. Mais je sais qu'il y a des hommes aussi qui nous écoutent, autant pour eux, autant pour des personnes aussi de leur entourage à qui ils pensent. Vous êtes les bienvenus et bonjour et bienvenue à Saverio. Bonjour à toi. Merci Lydia, bonjour Lydia. Merci d'avoir accepté de partager ce temps avec moi et avec vous du coup, soit voilà le premier aujourd'hui le 1er avril, c'est-à-dire la date de la publication de cette vidéo, soit bien après, parce qu'évidemment c'est ça l'avantage d'être sur YouTube, on peut toujours effectivement aller se ressourcer et s'inspirer, parce que c'est aussi vraiment l'intention de ces interviews, vous inspirer, vous permettre peut-être aussi de lâcher la pression sur justement ce sujet de oser être soi avec sa belle sensibilité et vous permettre peut-être d'avoir des tips, des petites pistes, des clés pour avancer sur ce chemin d'assumer sa belle sensibilité, d'oser être, justement c'est le titre, et de laisser de côté tout ce qu'on peut entendre de négatif ou de dévalorisant, parce que c'est pas du tout, comment dirais-je, quelque chose, un bon chemin pour moi, mais en même temps c'est quand même ce qu'on entend parfois, et même des fois beaucoup, ça dépend dans quel environnement vous êtes, évidemment. Et ça, on va en parler aussi avec Saverio, qui a bien voulu se livrer à cœur ouvert pour le coup dans cette interview un peu intimiste. Alors Saverio, je vais te présenter dans un premier temps, un peu comme un peu ta carte d'identité, et puis après on ira plus sur des choses qui voilà, vont parler au cœur des personnes. Donc Saverio, tu es dans la région parisienne, il me semble, et tu es auteur, écrivain franco-suisse. Tu as écrit depuis 2009, tu écris, d'après ce que j'ai vu, tu me repréciseras après. 2002. Depuis 2002, voilà. Et alors, c'est parce que j'ai été voir quelques informations, mais en tout cas, depuis un peu plus de 10 ans, en fait, tu publies régulièrement des livres et qui ont trait à la haute sensibilité. Je crois que ton dernier livre, il est très récent là, et donc c'est sur l'intuition. Donc le titre, donc excuse-moi, je prends parce que j'ai pas tous les noms. C'est Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. C'est ton dernier ouvrage, celui-là. Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. C'est ça. Et tu as beaucoup œuvré pour que donc le haut potentiel sensible, parce que c'est comme ça que tu aimes le définir, c'est l'autre nom de l'hypersensibilité, avec moins ce volet peut-être négatif, eh bien puisse en fait être connu, reconnu dans le monde de la francophonie. Notamment suite aux travaux d'Hélène Aron et son mari, donc du côté outre-Atlantique. Donc toi, tu as œuvré dans le monde de la francophonie pour ça. Et tu as donc créé l'Observatoire de la sensibilité donc en 2016. Et c'est à ce titre-là et dans cet espace que je t'ai connu, puisque j'ai fait la formation avec toi, pour tous les accompagnants, j'allais dire du bien-être, mais pas que, tous les accompagnants et toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer autour d'elles. Ça peut être aussi des enseignants ou autres, des éducateurs, qui œuvrent avec des personnes hautement sensibles ou des enfants et qui ont envie d'avoir des clés justement pour les accompagner au mieux. C'est dans cette intention-là que tu as proposé justement des formations. Et depuis 2019, tu as instigué une journée mondiale de la sensibilité. Et où j'ai cette année, donc il y a eu, comme depuis l'année dernière, quelque chose d'un petit peu plus à la fois festif, mais aussi informatif autour de cette journée, dans un cadre un petit peu d'une dizaine de jours, donc en distanciel et avec un certain nombre de conférences, et aussi en présentiel à Paris cette année. Il y a eu une journée justement de rassemblement pour ça, pour cela, avec cette belle thématique qui est beaucoup plus qu'une thématique, parce que c'est une vraie cause pour moi de pouvoir vivre sa sensibilité le mieux possible. Donc, est-ce que tu veux rajouter, si tu veux, Saverio, à cette présentation, quelques éléments?
Non, merci, c'est une présentation très complète. Simplement dire que la Journée mondiale de la sensibilité, c'est tous les 13 janvier. Oui. Et c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, il y a une semaine de la sensibilité, tellement il y a des personnes intéressantes comme toi, Lydia, qui proposent des conférences ou des ateliers pendant toute une semaine autour du 13 janvier. Et il est fort possible qu'à l'avenir, ça devienne une dizaine ou une quinzaine de la sensibilité, tellement il y a de personnes intéressantes, passionnantes, qui vont parler de la sensibilité élevée. Alors, quand on ouvre des voies, on ne sait jamais où ça va mener, hein. C'est ça qui est génial, en fait, hein, parce que tu as ouvert une voie et on sent bien que du coup, il y a, comme tu dis, des gens intéressés, puis il y a comme un flambeau là qui est en train effectivement de, voilà, de s'allumer et je trouve ça vraiment génial. Et sachant que il y a aussi des collaborations en fait qui naissent et ça, je trouve ça magnifique. Plus on sera, bah, évidemment, comme je dis, bah, j'aime bien cet adage aussi, plus on est fou, plus on rit, mais dans cet esprit aussi de plus on est nombreux, plus on partage et plus on distille effectivement, voilà, des clés, des pistes, des espaces aussi pour œuvrer pour que les personnes se sentent vraiment mieux et elles-mêmes deviennent, pourquoi pas, à leur tour en fait, des flambeaux pour les autres. C'est vraiment ça qui Oui, est parce génial. que ce qui est formidable dans le monde de la sensibilité et de la sensibilité élevée, c'est que je crois qu'il y a moins d'ego. Bon, Mmh. sauf récemment, là en 2021, il y a des personnes qui ont un peu profité de la mode de Ouais. l'hypersensibilité pour se mettre en valeur et se mettre au premier plan. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps, surtout en francophonie, où on est dans une espèce de communautarisme, Ouais. de communauté élargie, de bonne volonté, de joie. Tu parlais de joie tout à l'heure, hein, de joie d'être ensemble, de contribuer de solidarité, de contribuer à se soutenir Ouais. entre nous et à valoriser toutes les formes de sensibilité atypiques et notamment la haute sensibilité. Et Ouais. donc, je pense que c'est ça qui donne la force à ce mouvement, c'est qu'il n'y a Mmh. pas une personne, mais il y a une multitude de très belles personnes, de personnes intéressantes, originales, et nous vous invitons toutes et tous à faire partie de ce beau mouvement. Mmh, exactement. Et alors du coup, j'ai une question que j'adore poser à mes invités. Est-ce que toi, Saverio, tu peux dire qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as compris, où tu as eu cette révélation effectivement de ton atypie et peut-être en particulier justement de ta sensibilité et en quoi, ben, si ça s'est passé pour toi, alors des fois c'est figurant, mais parfois pas, hein, ça dépend des personnes. Et qu'est-ce que ça a changé pour le coup dans ta vie? Alors, pour moi, c'est venu très très tôt. C'est venu très très tôt de la conscience d'une différence que j'avais avec la plupart des membres de ma famille Mmh. et aussi la plupart des camarades à l'école. Donc, je dirais c'est venu peut-être à l'école maternelle ou au CP. Et j'ai eu la chance très, très tôt, à l'école primaire d'entrer au lycée musical. Donc on Mmh. avait l'école le matin et les classes de musique, tous les après-midi. On était au conservatoire tous les après-midi et ce qui était fabuleux et donc à partir du moment où j'étais au lycée musical, je ne me suis plus ennuyé, c'est que Mmh. tous les après-midi, nos professeurs, quels qu'ils soient, hommes, femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit la discipline, nous disaient: «Ta sensibilité est belle, exprime ta Mmh. sensibilité, développe ta sensibilité» et ça, tu peux pas savoir à quel point d'avoir baigné une quinzaine d'années dans cet environnement porteur d'adultes qui toutes et tous disaient: «Ta sensibilité est belle, exprime ta sensibilité, développe ta sensibilité, dis qui tu es, sois toi-même, sois original» et cetera. Waouh! C'était extraordinaire parce que, contrairement à la maison, la famille ou certaines personnes qui étaient Mmh. moins sensibles ou moins ouvertes à la Mmh. sensibilité, là, j'avais un véritable environnement de tous les âges puisque ça allait Mmh. du CP jusqu'au bac d'enfants et d'adolescents et de professeurs adultes qui adoraient la sensibilité. Et je me suis Mmh. dit: «Il y a donc 2 mondes. Il y a le vaste monde dans lequel la sensibilité est mal vue et le monde plus restreint, mais tellement Mmh. plus joyeux et intéressant et Mmh. stimulant des artistes, en tout cas des musiciens.
Mmh, mmh, pour mmh. lesquels la sensibilité, c'est une valeur, c'est un trésor, c'est Mmh. précieux, c'est extraordinaire et on doit absolument, s'en occuper et en prendre soin. Ce Ouais. qui fait que j'ai tout de suite préféré le conservatoire et la musique. Ah bon? Au reste du monde. Voilà comment c'est venu pour moi. Mmh. Yes. Du coup, tu n'as pas, on va dire, ah, le mot est peut-être gros, mais est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir souffert? En tout cas, si tu as souffert ou tu t'es senti, bah, parfois en décalage, tu parles effectivement de l'environnement plus familial. De quoi tu as le plus peut-être été gêné? Ou, je sais que des personnes, c'est carrément un handicap, hein, mais peut-être toi, tu as eu cette chance aussi Voilà. d'avoir ce cadeau d'une ouverture autre, mais qu'est-ce qui t'a gêné le plus justement? Alors c'est pour moi, ça n'a jamais été un handicap puisqu'au contraire, c'était Mmh. très, très valorisé, dans le monde dans lequel j'évoluais. En revanche, ce qui était brutal et qui m'a fait souffrir, c'est que dans ma famille, notamment mes parents, ne Mmh. supportaient pas cette sensibilité Mmh. et étaient décontenancés, étaient, heu, Mmh. déconcertés par ma sensibilité et la rejetaient, l'ont rejetée de façon souvent assez violente, brutale Mmh. et malveillante, mais aujourd'hui, je sais qu'ils faisaient comme ils pouvaient parce Ouais. qu'eux-mêmes, n'avaient pas été aidés à accueillir leur sensibilité, Mmh. à se rendre compte à quel point c'était important. Donc là, je souffrais beaucoup d'incompréhension, de rejet, Mmh. parfois Mmh. d'humiliation, Mmh. où on me reprochait d'être trop sensible et d'être hypersensible puisque dans ma famille, c'était un mot qui existait déjà, hypersensible Ah et oui, c'était un défaut, c'était une ouais. tare, c'était quelque chose qui n'était pas bien du tout d'être hypersensible Mmh. et c'était comme ça qu'on me caractérisait. C'est aussi Mmh. pour ça que j'aime pas du tout le mot hypersensible parce que dans mon histoire, c'est l'injure extrême et donc je préfère hautement sensible ou ultra Mmh. sensible, très sensible, peu Mmh. importe. Mmh. Et puis il y avait le collège, surtout le collège, moins le lycée. C'est-à-dire qu'en dehors des, en dehors du conservatoire, les garçons, pas les filles, hein, Ouais, mais ouais. certains garçons étaient très durs parce que probablement ils étaient, bousculés dans leur modèle de virilité Mmh. et au conservatoire, ils pouvaient être des musiciens très sensibles. Au collège, ils redevenaient des gars, durs et qui qui ne supportaient pas que d'autres garçons puissent, donc d'autres garçons comme moi, puissent être très sensibles et Mmh. ne soient pas sur ce modèle de la virilité affirmée, en tout cas à l'époque, hein. Moi, je suis né dans les années à la fin des années 60, donc c'était les années 70 et le début des années Ouais. 80 et j'ai été maltraité, j'ai Mmh. été, Mmh. brimé, harcelé comme on dit, Mmh. par un Mmh. certain nombre de garçons, peu dans ma classe, un dans ma classe qui était pénible Mmh. et un jour ça s'est arrêté parce que j'ai réussi à lui dire stop en troisième. Mais c'était surtout des garçons qui n'étaient pas au lycée musical, qui étaient du collège Mmh. et qui m'ont vraiment embêté à cause de ça et Mmh. donc là, je me suis rendu compte qu'être sensible, ça n'était pas si facile dans la vie sociale avec les autres parce que, ils avaient du mal à comprendre et à accepter qu'on soit différent et Mmh. qu'on soit très sensible. Mmh. Tu relèves quelque chose, à mon avis, qui touche, tu sais, la différence de manière générale, tu vois? Parce que quand on a une différence, bon, moi, j'ai été quand même enseignante, chef d'établissement pendant presque 30 ans et c'est quelque chose, bah, effectivement, qui est pour moi, alors j'ai eu la révélation de mon hypersensibilité il y a pas si longtemps, hein, enfin il y a 10 ans. Mais tu vois, toujours, je pense qu'il y a cette ouverture à la différence, du fait que nous, il y a un décalage un peu, ou en tout cas le fait de ne pas être compris d'un certain nombre de personnes. Et du coup, je pense qu'il y a une sensibilité à ça aussi, à faire la place à la différence. Moi, c'est quelque chose effectivement que je veillais dans mon établissement ou dans ma classe, parce que moi, c'était vital que chacun trouve sa place. C'était numéro un. Et donc, du coup, je me dis que là, tu touches quelque chose de fondamental dans une société très normative. Voilà. C'est vrai que tu as raison d'élargir à la difficulté d'accueillir la différence, surtout si c'est une différence qui peut sembler à tort Mmh. être une fragilité Mmh. ou qui pourrait, d'une certaine façon, être fragilisante, ce qui n'est pas le cas. Tout le monde est fragile. Quand on est sensible, on est simplement plus conscient de tout ce qu'on vit à l'intérieur de soi et Mmh. dans ses relations et que le rejet de la différence, encore aujourd'hui, même si ça évolue, Mmh. ça semble être la
de façon primaire, ça semble être la seule façon de se protéger, Mmh. plutôt que Mmh. d'accueillir la différence et de s'en enrichir. On n'est pas obligé de devenir comme les autres, mais d'accepter que, déjà entre toi et moi, même si on est très sensible, eh bien, il y a des Mmh. différences forcément, on a nos personnalités et c'est cet accueil de nos différences qui nous enrichit et donc merci d'avoir œuvré dans ce sens-là, quand tu étais enseignante et chef d'établissement. À ma mesure, hein, tu sais, c'est comme on dit, hein, c'est des petites gouttes, hein, mais c'est vrai qu'il en faut des petites gouttes Non, aussi. Je sais je que voilà, tout ce qu'on fait, en fait, de toute façon, a un impact. Hein, donc quelque mmh, part, mmh. d'avoir cette conscience avec de l'humilité aussi, mais d'être conscience qu'en fait c'est important. C'est aussi dans cet esprit, tu vois, que j'aime aussi faire ces interviews. Là, je le dis un peu en décalé par rapport à mon introduction, mais dire que finalement, cette petite goutte peut peut-être aider une personne, tu vois, le fait Oui, d'avoir, oui. toi peut-être tu vas inspirer des personnes que une autre personne que j'ai interviewée va inspirer d'autres. Et c'est ok, parce on a cette, comme tu dis, cette personnalité et ce vécu qui est différent et qui peut faire écho à l'autre. Donc du coup, je me dis que c'est toujours aussi utile. Il y a une volonté aussi d'utilité publique. J'en arrive jusque là, tu vois. Oui, je Parce suis que quelque d'accord. part, toi, c'est ce que tu fais, hein, et notamment en créant l'observatoire, j'imagine qu'il y avait cet intérêt derrière de aussi d'être utile et d'avoir comme une cause publique aussi, hein, en quelque sorte. Hein. Je ne sais pas Oui, comment toi tu l'as vécu cette tu création-là. oui, tu as raison et merci de poser la question parce que c'est très rare qu'on me pose la question à un niveau social et politique Mmh, et en fait, c'est vrai que c'est très important dans mon combat, mon engagement et tout ce que je fais pour, défendre la sensibilité humaine. Une des premières fois où j'ai parlé en public de sensibilité élevée, à la fin, une femme est venue me voir en me disant: «Mais vous savez, tout ce que vous dites là, finalement, ça rejoint le combat des féministes». Et je OK. lui ai dit: «Ça me touche beaucoup que vous me disiez ça, parce que je crois que nos combats sont complètement liés, Mmh, même si moi j'œuvre pour la sensibilité, l'accueil de la mmh, sensibilité, mais je crois que nos sociétés ont besoin fondamentalement de mmh, changer et d'accueillir le féminin, la sensibilité, les émotions, l'intuition, tout ce qui est mmh, irrationnel et subtil et mmh, que, heu, moi ça fait plus de 20 ans que je parle de sensibilité élevée. mmh. Je vois que ça progresse lentement, mais ça J'allais te progresse. poser la question parce que par moment, tu devais peut-être te décourager un peu quand même, parce que quand je vois aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, mais encore, tu sais bien, entre le moment où il y a des prises de conscience et le moment où c'est acté, bon, il y a encore des choses, mais ton combat, il est depuis longtemps quand même, hein. Oui, mais c'est un combat à vie, c'est-à-dire que, Oui, pour moi, je ne peux oui, pas, je sais pas, il y en a qui parlent de mission de vie, c'est peut-être ma mission de vie. C'est possible. C'est-à-dire que moi, je n'envisage pas de vivre sans défendre jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, la sensibilité humaine, parce que pour moi, c'est fondamental, pour chacune et chacun de nous, plus particulièrement pour les enfants et les personnes âgées, qui oui. ont encore plus besoin que les autres qu'on accepte leur sensibilité et peut-être là, on Mmh. peut dire leur fragilité. Les enfants sont dépendants des adultes, ils sont Ah, fragiles et les personnes très âgées, en fin de vie, sont aussi dépendantes des autres, elles mmh, sont fragiles et mais pour tout le monde et dans tous les combats, que ce soit le ouais, féminisme, contre le racisme, pour, la sauvegarde de la planète, pour la paix. On est vraiment dans une période où on entend parler ouais. d'horreur. Il y a des horreurs dont on entend beaucoup parler à la télévision parce qu'elles se passent en Europe, mais dans toutes les prisons, des pays dictatoriaux se passent aussi des Mmh, horreurs et ce monde-là, pour moi, c'est un monde mmh, impossible, c'est un monde inhumain, c'est un monde qui ne devrait pas exister mmh, et je sais qu'en défendant la sensibilité, je défends l'humain et ouais. je défends le respect de l'humain et de la nature. Donc pour moi, tout ça, c'est lié. C'est vrai qu'il y a des moments, j'ai été découragé, moins maintenant parce que l'observatoire l'observatoire a pris un bel élan, Ouais. grâce aux personnes comme toi ou Alban et Christine et grâce à tout ce que vous faites, chacune et chacun de votre côté et tout ce que nous faisons ensemble. Donc je suis beaucoup plus soutenu depuis que l'observatoire existe et qu'il s'est développé. Mais avant, j'avais des moments de découragement, ce qui Mmh, pourtant ne m'ont jamais arrêté. C'est-à-dire que je peux avoir, mmh, ouais. quelques heures ou une journée de découragement et puis je repartais le lendemain, parce que j'y crois. C'est le vrai combattant, ça, tu sais, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est tes tripes.
Donc, quelque part, tu peux pas les laisser de côté, évidemment, même si par moment on a besoin de soutien et c'est complètement Oui, légitime, hein, parce oui, qu'on est. Alors, tu me diras aujourd'hui si c'est juste ce que je vais dire, parce que on parlait un moment et je vois hein, dans les littératures, on dit oh oui, il y a à peu près dans les hypersensibles, il y en a 15-20% de la population. Sauf que je pense qu'on en est sur un tiers plutôt aujourd'hui. oui. On est d'accord? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs chiffres qui circulent, et Mm, ça s'explique. mm, Parce que le premier chiffre qu'Hélène Aron a proposé en 1996, c'est-à-dire il y a ouais, presque 30 ans, mm, euh, oui, c'est ça, mm, ce premier chiffre, il était prudent parce que forcément, c'était la première fois qu'elle en parlait. Elle avait fait une petite étude en Californie seulement, ou aux États-Unis de façon un tout petit peu plus large, mais surtout en Californie. Donc, elle a dit 15 à 20%. Le premier chiffre avancé, c'était c'est 15 ça. à 20%. Puis, Mm, les 20% étaient confirmés par des études sur les animaux, sur des mammifères, hein. ok. Euh, Parce que il y a aussi une partie des mammifères qui sont hautement sensibles. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'Helen Aron et les anglo-saxons parlent de haute sensibilité et de Oui, personnes highly sensitive, c'est-à-dire hautement sensibles. Et puis, il y a eu en 2018 deux grandes études sur des échantillons très importants dans tous les pays anglo-saxons, c'est-à-dire dans 5 continents. Et ces deux études, une sur les 10-15 ans et l'autre sur les adultes, a donné 31%, 30 à ok. 31% de personnes hautement sensibles, c'est-à-dire à peu Mm. près un tiers. À peu près Donc, un ça, tiers, ouais. c'est les études les plus fiables, et on peut dire aujourd'hui, en tout cas dans les pays occidentaux, que une personne sur trois est hautement sensible. Mmh. Et puis, Mmh. plus récemment, Hélène Aron est revenue à ces 20% parce que elle trouve que c'est plus prudent, qu'elle ne OK, veut pas non plus en faire un phénomène d'accord. trop important. Et donc, maintenant, quand j'ai su, alors quand je ne savais pas qu'elle était revenue jusqu'à 20%, je disais 30% assurément. Maintenant, je dis entre 20 et Et 30. 30%. Mmh. Et de mon côté, dans tout ce que Mmh. j'ai, les personnes Voilà, que parce j'ai qu'il y a les chiffres et j'allais dire, mais toi, qu'est-ce que tu ressens aussi? Qu'est-ce que un tu vois? tiers. Pour moi, depuis longtemps, on est sur 30 à 33%, Mmh. c'est-à-dire Mmh. un petit tiers ou un tiers de la population. En tout cas, en francophonie, c'est sûr. Et c'est important parce que de se rendre compte qu'on est des millions de francophones et des milliards dans le monde, on se sent moins seul. C'est On clair. est, on est très nombreux. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont pas rendues compte, surtout chez les hommes, parce qu'ils sont mal à Mmh. l'aise avec l'idée d'être très sensibles. Déjà, Mmh. sensible, ça n'est pas facile à vivre pour certains hommes, mais alors très sensible, hypersensible, hautement sensible, ça ne le fait pas. Mais quoi qu'il en soit, même si une partie des personnes ne s'en rendent pas compte, nous qui sommes avertis sur ce que c'est que la sensibilité Ouais. élevée, on peut repérer des femmes et des hommes. Alors, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont hautement sensibles, hein, ça c'est très important, autant de Mmh. garçons que de filles, autant de Mmh. femmes que d'hommes qui sont hautement sensibles. Nous pouvons les repérer. Mmh. Oui, je crois que, hein, on est d'accord, quand quelqu'un me demande, «Mais qu'est-ce que tu en penses?» Parce que je suis comme toi, je pense qu'en fait, l'œil est aiguisé, les sens sont aiguisés forcément aussi sur ce type de fonctionnement, même si on est d'accord qu'il y a autant, d'hypersensibilité que d'hypersensibles, on est d'accord là-dessus. Oui, Mais, il y a quand même un type de fonctionnement, moi j'arrive à les repérer, tu sais? Mais il y a pas besoin forcément de faire le test. Alors cette oui, histoire de test, je voulais t'en parler aussi parce que c'est quelque chose qui revient pas fréquemment, hein, mais quand même en disant mais moi de toute façon je ne suis pas avérée, je n'ai pas fait de test. Et voilà, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Parce que du coup c'est avec des pincettes par rapport bien sûr au WISC pour le HPI, on va dire qui est estampillé, hein, d'accord. Mais du coup voilà, oui. comment tu vois toi un peu plus? Alors, je pense que c'est une des spécificités de ce grand mouvement, de cette grande communauté des personnes hautement sensibles ou fort sensibles, comme disent les Québécois ou les Belges. Mmh. Ils disent fort sensibles et c'est Alors, très vous beau dire de le ça, la dire. Belgique, j'ai un peu des racines belges, hein, ma mère est Ah, belge, donc tu vois, super. ça me Oui, mais parle. je trouve ça très beau. Bon, déjà, j'adore la Belgique et le Mmh. Canada. Je trouve ça très beau de dire fort Fort sensible parce qu'il y a le sensible. mot fort et le mot sensible. Et en fait, c'est très harmonieux parce que c'est vrai, toi, tu le disais que tu vis ta haute sensibilité comme une grâce, comme un cadeau, moi aussi. Et de pouvoir dire fort sensible, ça fait Mmh. tomber ces espèces de fausses croyances que la sensibilité, ça serait un problème. Non, c'est tout Mmh. sauf un problème. Ça ne veut pas dire que ce soit facile à vivre. Mmh. Alors revenons au test. Déjà, je trouve qu'il y a une espèce de crispation
Oui, autour des tests concernant le haut potentiel intellectuel, hein, les oui, HPI, les oui, oui, oui. surdoués, etc. Il y a une crispation, comme si certaines de ces personnes devaient être estampillées pour faire partie d'une caste à part qui, le plus souvent, se désigne comme étant une caste supérieure aux autres. Et tout ça, ça me gêne énormément parce que moi, je Mm, sais en tant que psychanalyste que l'élite, c'est un fantasme. Les hiérarchies et l'élite, tout ça, ce sont des fantasmes. Que tous mm, les humains, nous sommes à parité. Que quand il n'y a pas de parité, c'est qu'il y a un problème politique et social. ouais, Et que nous sommes égaux. Donc, certes, il y en a peut-être qui ont un quotient intellectuel plus élevé, c'est comme ça, mais ça ne fait pas d'eux des êtres supérieurs. Et bien, c'est pareil mm, pour la sensibilité élevée, sauf que là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de souplesse. Hélène Aron a mis au point un test de mm, 23 questions qu'elle est en train de compléter d'ailleurs, surtout pour pouvoir faire des études et faire deux groupes dans ces études elle et les chercheurs de son équipe pourraient reconnaître les personnes hautement mm, sensibles, les personnes moyennement sensibles, le reste de la population. Donc, c'est surtout un but scientifique pour pouvoir mener à bien des études ouais, et c'est pas tellement pour poser une étiquette sur les personnes qui sont très sensibles. Le plus souvent d'ailleurs, quand on est très sensible, quand on est hautement sensible ou ultra sensible, on s'en est rendu compte dans son enfance, dans son adolescence ou dans son âge adulte. Bon, après, maintenant, il existe des tests en français aussi, notamment celui de l'Observatoire de la mm, sensibilité. Alors, pour l'Observatoire de la sensibilité, il y a deux tests. Celui qui est mm, accessible directement et librement en ligne, qui est un test très simple. Et mm, puis celui que toi et toutes les personnes ouais, formées par l'Observatoire peuvent faire passer dans votre cabinet mm, ou dans votre lieu professionnel et celui-là, c'est un test beaucoup plus approfondi mm, et qui prend plus de temps et que seules les personnes formées par l'Observatoire peuvent faire passer. Mais quoi qu'il en soit, c'est un outil. C'est un ouais, outil de connaissance de soi mm, pour la personne qui vient passer le test et de connaissance de l'autre pour le thérapeute ou le mm. coach qui les accompagne ou la thérapeute ou la coach qui les accompagne. C'est un outil pour aider à mieux connaître, mieux comprendre et mieux vivre sa sensibilité. Mm. Merci Saverio de cette précision parce que tu vois, tu parles de cette histoire ça fait ça peut faire une confusion parce que je pense qu'on est l'esprit n'aime pas le vide, hein, et donc cette histoire de catégoriser pour mettre dans les cases justement ça sécurise mais c'est une illusion. Voilà. Et du coup, ça crée aussi beaucoup de tensions. Ça peut être personnel intérieur, mais ça peut être aussi entre les personnes. Et c'est là où, comme tu dis, il y a un intérêt aussi presque sociétal, collectif, de caser les gens. Et je comprends ô combien, quand des personnes viennent à moi pour être accompagnées, en se disant oui, moi je me reconnais dans tout ce que vous dites, etc. Mais je n'ai pas envie d'être catégorisée, je n'ai pas envie d'être étiquetée parce que je ne supporte pas ça, parce que j'ai déjà été étiquetée toute ma vie, comme en plus ou en moins, hein, parce que souvent tu as parlé de l'hypersensibilité. Et donc c'est des gens qui commencent effectivement à essayer de trouver qui ils sont, profondément leur identité et qui sont en train, un peu en Oui, crise de toute étiquette, tu vois. Et oui, donc oui. tu as raison de remettre les choses dans leur contexte, de dire que Hélène Aron, c'est à titre expérimental pour ses expériences et c'est logique que dans les recherches, on a besoin, voilà, de faire des groupes identifiés, mais qu'en fait, on peut pas extrapoler et tout effectivement basculer comme ça, transférer de manière anodine. Et attention, prenons les choses avec des pincettes, quoi. Oui, merci Lydia, c'est très important cette question des étiquettes, surtout que moi j'entends de plus en plus de personnes qui veulent s'en débarrasser, qui veulent être Mm. libérées de toute forme Ouais. d'étiquette, y compris celle-là, celle d'hypersensible ou d'hypersensibilité. Donc en fait, nous accueillons des humains et Mm. là nous nous adressons aujourd'hui aussi, grâce à ton interview, nous nous adressons à des êtres humains complets, complexes, singulières et singuliers et qui n'ont pas besoin d'étiquettes, qui ont simplement besoin de mieux se connaître Mm. et de mieux vivre qui elles sont, qui ils sont avec la sensibilité qui est la leur, et y compris si c'est une sensibilité élevée. Donc moi j'apprécie beaucoup cette ouverture d'esprit que tu as et cette souplesse par rapport au fait de ne pas vouloir d'étiquettes et de catégories. Nous sommes dans des relations pleines et entières avec des humains complexes et singuliers.
Merci, merci beaucoup Saverio, parce que je sens bien qu'effectivement, comme on dit, on a des connexions, hein, quelque part, bah, forcément plus simples entre personnes hautement sensibles. Mais moi, j'aime à dire aussi que cette façon aussi de voir la vie, qui nous a été donnée, parce que c'est, comme je disais, c'est pour moi c'est une grâce en fait. C'est quelque chose que j'ai vu de plus en plus chez mes élèves. Ça fait pas si longtemps que j'ai quitté l'éducation nationale, hein, ça fait 2 ans. Et je sens qu'il y a, comme tu sais, ce fameux pourcentage de 30%, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se lever en fait dans la société. Et je te rejoins sur ça, hein, sur le fait que pour moi, et dans ma mission, parce que je le vis comme ça, un peu comme mission, même si ça m'est pas tombé dessus, hein, mais voilà, je sens que c'est ma raison d'être aussi, un peu comme toi, que de dire, mais finalement, ça se cultive aussi chez des êtres qui peut-être se sont protégés Mmh, contre, pour ne pas souffrir, mmh, voire même, alors peut-être plus chez les hommes. Tu me diras ce que tu en penses toi, parce que comme mmh. j'accompagne pas les hommes, tu me diras ce que tu en penses. Et aussi chez des petits enfants que je trouve forcément sensibles et peut-être un peu plus qu'avant, je ne sais pas, parce que peut-être il y a une ouverture aussi éducationnelle hein, chez les parents quand même, hein, avec une envie quand même d'être à l'écoute des besoins de l'enfant, notamment dans la communication aussi non violente, ça se développe tout ça. Donc je pense, j'espère, j'ose espérer qu'il y ait une ouverture de plus en plus effectivement vers cette Oui, sensibilité pour tout le monde en fait. voilà. Je vais parler des enfants avant de parler des hommes, Oui. mais avant même de parler de tout ça, dire qu'effectivement, heu, tout ce qu'on dit sur les personnes hautement sensibles ou fort sensibles, ça concerne tous les humains et ça, Hélène Aron le dit elle aussi. C'est-à-dire que c'est un continuum. Les personnes hautement sensibles ou fort sensibles, elles sont dans le haut du spectre de ce continuum humain, mais tous les humains sont sensibles. Quand ils Mmh. sont très peu sensibles, on sait que ça peut donner des psychopathies, des sociopathies, etc., Mmh. ou des dirigeants d'entreprises ou des dirigeants de pays qui mènent les autres à la guerre. C'est ça hein, aussi, hein, Tout à fait. l'insensibilité. Mais la plupart des humains dans la société, ils sont sur ce continuum et les personnes hautement sensibles sont à un bout du spectre, à un bout de cette continuité sensible. Donc tout ce qu'on découvre sur la haute sensibilité, c'est valable pour tous les humains. Mmh. Ce qui Mmh. fait que euh, nous vivons nous, les personnes très sensibles, nous vivons nos émotions plus intensément, nos sensations plus intensément, nous sommes plus facilement fatigués, mais tout le monde peut se reconnaître plus ou moins là-dedans, et ça dépend des jours pour les personnes qui sont moins sensibles. Donc ça, c'est très important. Après, concernant les enfants, tu as raison de dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. On parle maintenant d'éducation bienveillante, Tout à de fait. communication non violente. La pédiatre ou pédopsychiatre Catherine Guéguin a fait énormément de travail pour, pour faire connaître le cerveau des enfants et notamment le développement du cerveau des enfants entre la vie intra-utérine et 25 ans et pour dire que des enfants n'ont pas un cerveau rationnel suffisamment développé pour prendre de la distance avec leurs émotions. Ce qui fait que Mmh. jusqu'à 7 ans au moins, on sait bien que tous les enfants sont sensibles parce qu'ils n'ont pas ces outils que nous avons, nous adultes, Mmh. pouvoir relativiser ou prendre de la distance avec ce qu'ils vivent. Et dans tous ces enfants très très sensibles, au moins jusqu'à 7, 8, 9 ans, il y a des enfants qui sont particulièrement sensibles, les enfants orchidées, mais de toute façon, pour les enfants, je trouve que c'est un peu à part parce qu'on doit tous et toutes les accueillir comme étant des Mmh. enfants très sensibles. Mmh. Et là, les parents avancent, les éducateurs, les thérapeutes avancent, Mmh. certains enseignants sont très très en avance, Mmh. mais malheureusement, le système éducation nationale est un peu à la traîne et c'est dommage parce qu'on les a prévenus plusieurs fois de l'existence de la sensibilité élevée et puis on a comme une espèce de fin de non-recevoir, de mutisme, enfin voilà, bon bref. Mais ça, c'est le problème des systèmes politiques. Concernant les hommes, je pense que c'est beaucoup plus compliqué et que ça avance plus lentement. C'est vrai qu'il y a des hommes qui, à la marge, sont des hommes beaucoup plus avancés, des hommes qui ont fait une thérapie Oui. euh, ou qui sont dans un cheminement spirituel ou dans certaines formes d'engagement qui les emmènent à comprendre que la Mmh. sensibilité est centrale chez tous les humains, y Mmh. compris chez les hommes, et que donc ils peuvent pleurer, y compris pleurer en Mmh. public. Ils peuvent Mmh. exprimer leurs émotions, ils peuvent Mmh. exprimer leurs sentiments dans les relations affectives et amoureuses. Mmh. Donc Mmh. ces hommes-là existent et ils sont de plus en plus nombreux. Mmh. Mais Mmh. ça reste encore
une partie des hommes et pas Mmh. l'ensemble des hommes dans nos pays qui sont tout de même encore marqués par le machisme, hein, disons les Ouais, choses telles qu'elles sont, par le machisme et les crises économiques, politiques, sanitaires et militaires que nous vivons depuis quelques années n'aident pas à lâcher l'ancien modèle, parce que ouais. ces crises provoquent des crispations, des peurs, donc des crispations, Mmh. et des personnes, notamment des hommes, qui se réfugient dans d'anciens modèles phallocratiques. Oui, oui. Mais là, je te rejoins aussi. En même temps, on ouvre des voies, on ouvre des voies, hein. Est-ce que je reviens à toi, Saverio, tu vois, c'est un peu peut-être du coq à l'âne, mais je pense que ça te parlera peut-être parce que ça peut aider aussi des personnes. Est-ce que, donc tu as parlé de ton enfance un peu et donc cet environnement qui t'a ouvert aussi, qui t'a permis d'exister, d'être compris avec ta haute sensibilité. Est-ce que tu as eu, enfant, comme, je ne sais pas, des héros, un mentor qui t'a aussi aidé, parce que c'est vrai qu'on sait que l'imaginaire des personnes sensibles est quand même extrêmement puissant et largement ouvert, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'artistes aussi, voilà, qui peuvent l'exprimer. Tu as parlé de musique, mais et qui ont cette chance de connaître effectivement cette voie-là d'expression. Mais est-ce que toi, tu as eu un mentor ou voilà, un héros qui t'a un peu non pas pour lui ressembler, mais pour comme s'il avait des valeurs en fait qui étaient importantes pour toi et que tu as voulu effectivement imiter. Oui, et j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs, euh, à la fois que je connaissais bien et d'autres qui étaient plus sur les écrans de cinéma. Euh, alors, dans les mentors que je connaissais bien, il y a eu mon professeur de clarinette au Hmm. conservatoire. Donc, j'ai déjà eu un professeur qui était âgé, qui était très sympathique, et qui est parti à la retraite. Et il a été remplacé par un très jeune professeur qui était dans une pédagogie très active, très proche de Hmm. ses élèves, très encourageant, très stimulant, Hmm. qui faisait venir ses élèves chez lui pour avoir des répétitions, qui avait créé des groupes, des petits orchestres que de clarinette. Et ce professeur a été vraiment très important pour moi parce que c'était un homme, il Hmm. était sensible et en même temps Hmm. il était très créatif, très joyeux, très bien dans sa peau, Hmm. vraiment épanoui et épanouissant. C'est-à-dire que ses élèves adoraient ses cours et il nous poussait vraiment à nous exprimer du point de vue artistique, aller le plus loin possible dans l'expression artistique, donc dans l'expression de notre sensibilité. Et je pense qu'il m'a façonné en me révélant, c'est-à-dire qu'à la fois il a insufflé des choses qui venaient de lui, mais aussi, et il a fait ça avec chacun de ses élèves, hein, chacune et chacun de ses élèves, en nous aidant à nous révéler tels que nous sommes. Donc avant même de commencer ma première psychanalyse à 20 ans, j'ai eu la chance, enfant et adolescent, d'être dans ce cheminement, on va dire, Hmm. thérapeutique ou de développement personnel, où j'ai pu développer qui j'étais très tôt. Donc ça, c'est mon premier mentor. Après, j'en Hmm. ai eu un autre qui était ami de mes parents, qui était peintre, Alain Boulet. Et comme c'était les Boulets, donc Alain et Brigitte avaient à peu près le même âge que mes parents, leurs enfants avaient l'âge de mes frères et de moi, et on était tout le temps fourrés ensemble, puisqu'on habitait sur les collines de Nice, au même endroit, à Falicon. Et en fait, j'ai beaucoup aimé Alain Boulet parce que je l'ai Hmm. vu peindre. C'était un peintre et un sculpteur. Donc je l'ai vu peindre, je l'ai vu sculpter pendant des années et des années. Et quand je suis devenu jeune homme, je suis beaucoup allé parler avec lui et après on est resté amis jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort Hmm. 1 an et demi, 2 ans. Et c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de l'art, de la Hmm. sensibilité, de l'inspiration, de la créativité, etc. Et qui était très libre, très très libre. Hmm. Ça a été un autre mentor. Et Hmm. puis, quand j'étais grand enfant et préadolescent, euh, j'ai beaucoup aimé Lino Ventura. Et j'ai beaucoup aimé surtout le Lino Ventura, Jean Valjean, dans le film des Misérables. C'est-à-dire que déjà, j'aimais beaucoup Victor Hugo. J'ai eu la chance de lire Notre-Dame de Paris très jeune. J'ai adoré. Et
quand le film sur Les Misérables est sorti, j'ai trouvé que ce Jean Valjean était très humain. Il était très profond. Il avait une solidité sensible, c'est-à-dire que je voyais là un homme qui était à la fois profond, sensible, chaleureux, avec sa Mmh. solidité, il était posé et pour moi, ça a été un mentor indirect, ça a été comme un modèle, Mmh. masculin. Mmh. Merci Saverio. Et oui, parce que ça peut être dans les BD, dans les films ou autres, hein, on peut tout à fait être inspiré aussi par bah voilà, des personnages même qui sont imaginaires, hein, qui sont de Alors, fiction, en fait, hein. dans les BD, moi j'adore les BD, dans les BD, pour moi, c'est Obélix. Ah, ah, il a un J'a côté j'a bonhomie, hein. oui, j'adore encore ce personnage. Et puis un côté aussi je trouve, de prendre la vie avec du recul aussi, parce qu'il se prend pas au sérieux, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ah oui, 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 pour moi, il est extraordinaire et c'est marrant parce que dans la dernière tranche de thérapie que je continue maintenant en somatic experiencing, Obélix est arrivé rapidement comme personnage ressource dans les moments où j'ai des émotions très fortes. Parce que ma thérapeute m'a demandé d'imaginer quelqu'un qui était très vaste, Ah oui, beaucoup de place pour pouvoir contenir des émotions très fortes et c'est Obélix qui est venu comme c'est ça venu. dans cette séance. Alors ça reste pour moi un personnage très important. Oui, oui, c'est pas le bonhomme Michelin, mais c'est Oui. il a plus effectivement de très sympathique, c'est vrai en plus, hein, Obélix, hein. Ben, merci beaucoup, Saverio. Et tu vois, je suis en train de réaliser que oui, c'est peut-être ça qui manque en fait aussi aux personnes qui se sentent pas bien avec leur haute sensibilité. C'est, comme tu as dit de Jean Valjean, à la fois ce côté humain et en même temps, voilà, il est posé, il connaît effectivement comme s'il avait une force intérieure, quelque Mmh chose mh. qui ne le décentre pas de lui, mais qui lui permet d'être ouvert à sa sensibilité, à la sensibilité des autres. Voilà. Donc, est-ce que tu penses, enfin, à ton avis, toi, parce que dans ton cheminement, donc tu parles effectivement de thérapie, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou qu'est-ce que tu indiquerais d'une voie en fait possible justement pour vivre ça pour une personne hautement sensible qui le vit pas bien en fait? Alors, il y a plusieurs raisons quand on vit pas bien sa haute sensibilité, mais pour simplifier, je vais donner Mmh, 2 pistes. La première piste non, 3 pistes. La première piste, c'est qu'on est très sensible depuis l'enfance et on a été mal accueilli par sa famille, ses parents, ses frères et sœurs ou ses grands-parents, ses oncles et tantes, la plupart des professeurs et la plupart des camarades de classe jusqu'au lycée, voire jusqu'à l'université parfois pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes très sensibles qui ont eu un historique de rejet par rapport à mmh, leur grande sensibilité. Ce qui fait qu'il y a comme une espèce d'équation inconsciente qui s'est mise en place. Ma haute mmh, sensibilité est dangereuse puisque mmh, ma haute sensibilité provoque le rejet. Donc mmh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois changer. Il y a même des mmh. personnes qui disent en thérapie: «Je me croyais anormal» ou «Je croyais que j'étais une Ouais. anomalie» ou Mmh, qui disent: Je suis une extraterrestre ou un extraterrestre, je suis pas fait mmh, pour ce monde», et cetera, et cetera. Parce que leur sensibilité a tellement mal été accueillie ou tellement peu ou peu souvent été accueillie qu'ils en ont tiré des conclusions mmh, fausses sur leur sensibilité, au mmh, lieu de tirer des conclusions, comme on le fait maintenant depuis qu'on cherche dans ce domaine, des conclusions sur la société qui est hyposensible, la mmh, société qui est défavorable à la sensibilité. mmh, Donc le problème vient de l'environnement, mais ces personnes-là l'ont vécu dans leur chair pendant des temps d'années qu'elles croient que leur sensibilité est un problème. Donc ça, c'est la mmh, première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir à un moment, souvent à l'adolescence ou jeune âge adulte, ou dans un moment de crise, d'avoir confondu souffrance et sensibilité ouais. et de se dire, là encore, c'est une fausse équation, une fausse conclusion: si je souffre tant, c'est parce que je suis très sensible Mmh, et on n'arrive plus à séparer les 2. mmh, Alors que la sensibilité, elle est ce qui nous informe sur, ce que nous vivons. mmh, C'est tout, c'est notre sensibilité, si elle est élevée, c'est un outil très précis et très puissant qui nous informe sur ce que nous vivons, c'est tout. mmh, La souffrance, c'est la souffrance. Elle mmh, elle est elle est indépendante. Alors bien sûr que mmh, quand la sensibilité est très forte,
on va sentir les souffrances plus fortes, les joies plus fortes et les plaisirs aussi plus forts, hein. Ouais. Mais là, ça fait une confusion. Et la troisième piste, je suis obligé d'en parler, même si elle n'est pas très bien vue dans le monde de l'hypersensibilité, entre guillemets, c'est la piste traumatique. Mmh. En fait, depuis le début, moi, je dis qu'il existe une partie, et c'est peut-être les 10%, entre 20 et 30% de la population, Mmh. qu'il existe une partie des personnes hautement sensibles qui ont acquis une sensibilité élevée du fait d'un traumatisme développemental. Donc, qu'est-ce que Mmh. ça veut dire, un traumatisme du développement? Ça veut Mmh. dire des abus dans Mmh mh. l'enfance, Mmh. négligence, de la maltraitance dans Mmh. l'enfance ou d'un gros traumatisme à un moment de leur vie. Mmh. Et que, comme je fais beaucoup de recherches aussi sur le traumatisme et la guérison du traumatisme, et notamment en anglais, il y a énormément d'auteurs qui disent qu'effectivement les traumatismes, que ce soit le traumatisme de l'enfance et du développement ou traumatisme, un gros traumatisme dans la vie, vont rendre le système nerveux beaucoup plus sensible. Mmh. Et là, c'est compliqué parce que c'est le traumatisme qui a Mmh. renforcé une sensibilité qui était peut-être déjà élevée Mmh. ou qui a renforcé une sensibilité qui était, disons, moyenne, mais intéressante et Mmh. vive. Et que tant qu'on n'a pas pris le temps, et parfois ça prend des années de thérapie, hein, tant qu'on n'a pas pris le temps de Mmh. se guérir du traumatisme, là, Mmh. pour le coup, haute Ouais. sensibilité, traumatisme ou mémoire traumatique en tout cas, sont liés. Mmh. Et je pense que les personnes qui souffrent le plus de leur haute sensibilité et qui ont du mal à l'accueillir comme une force, un trésor, un atout, une chance, une grâce, ce qu'on veut, hein, parce que c'est tout ça à la fois, Ouais, ouais. elles sont dans ces 3 cas de figure. Mmh. Ah ouais, bah, Un de ces merci 3 cas de beaucoup. figure ou plusieurs de ces Oui, 3 oui, cas. oui, tout à fait et c'est toi qui as effectivement du recul de par, ton aussi, hein, ta je dirais ton travail sur toi, le fait qu'effectivement tu es quand même, je l'avais oublié de préciser, docteur en psychologie et psychanalyse, tu as quand même travaillé, tu as refait des recherches là-dedans et donc tu as ce recul aussi pour voilà, montrer qu'il y a pas qu'une raison, il y en a plusieurs, et que donc du coup ça donne des pistes. Moi, c'était ça aussi, tu vois, la question derrière. Quelles sont les pistes justement pour amorcer un changement, pour assumer sa haute sensibilité? Évidemment, quand c'est traumatique, il n'y a pas 36 choix, on est bien d'accord, hein. Là, il y a un vrai travail effectivement thérapeutique à avoir. Mais sinon, je pense que du coup, de manière, comment dire, environnementale, ou donc la deuxième voie, j'ai oublié, ça y est, j'ai oublié la deuxième voie que tu as dit. La Donc du coup deuxième là, voie, oui, c'est le fait de confondre la souffrance et la voilà, c'est sensibilité. ça. Voilà, et ça peut être à des périodes de crise ou de Oui. voilà, de moments particuliers dans sa vie. Et donc là, il y a aussi plein de moyens, je pense. Enfin, je sais pas comment toi qu'est-ce que tu conseillerais, on va dire? Alors, c'est un cheminement. La première chose, c'est de découvrir sa haute sensibilité ou sa sensibilité particulière, parce que là, j'inclus aussi toutes les personnes qui ont des sensibilités atypiques. Oui. Donc, tant qu'on ne sait pas qu'on est hautement sensible ou particulièrement sensible ou différemment sensible, on se croit on croit que c'est soi le problème. Mmh. Donc déjà, la découverte du moment où on se dit: «Ah, je suis hautement sensible ou particulièrement sensible», ça nous libère de ce véritable poids, et de cette peur d'être une anomalie, d'être anormal ou d'être malade ou d'avoir un problème. Mmh. Ouf, je suis, tout va bien, je suis hautement sensible et je suis comme 30 de la population, hein, Mmh. ça fait des millions, de personnes en francophonie et des milliards dans le monde. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a ce grand ouf en se disant: «Ah, je sais, j'ai compris, je suis hautement sensible», c'est et cette étape-là, elle est souvent oubliée, Ouais. c'est Mmh. de connaître sa propre façon de vivre sa sensibilité à soi. Parce Mmh. qu'on peut aller très vite vers des portraits robots, vers Ouais. des Ouais. explications clichés, vers des stéréotypes qui n'ont rien à voir avec la réalité vécue au quotidien. Et donc là, on a besoin de temps, d'être un peu comme un explorateur ou une exploratrice, Mmh. une Mmh. anthropologue ou un anthropologue de sa propre sensibilité. On fait l'ethnologie. Comment je suis, moi, aujourd'hui, avec ma sensibilité? Comment ça se passe en fonction de ce que je mange, de ce que je bois, de quels besoins de sommeil j'ai, quelles sont les activités physiques Mmh. qui me parlent, est-ce que j'ai besoin d'activités créatives ou artistiques, Mmh. quel est mon lien avec la nature, avec les animaux, avec Mmh. l'art,
avec les autres, dans mes amitiés, ma relation amoureuse, ma famille, Mmh. etc., etc. Et au travail, comment ça se passe pour moi dans ma sensibilité au travail? Ça va prendre des mois, si ce n'est des années, de Mmh. bien se connaître dans sa propre sensibilité élevée, dans toutes les directions de sa vie. Et après, quand on connaît bien qui on est dans sa sensibilité, on va aménager toutes ces Mmh. dimensions de sa vie Mmh. en mangeant que ce qui nous fait du bien, vraiment. Là, il faut être très clair. Ne manger que ce qu'on digère bien, qui nous fait du bien. Ne boire que ce Mmh. qui nous fait du bien et qu'on supporte. Même si on adore le café ou le vin, ben, parfois, quand on est hautement sensible, on ne peut pas boire de café et de vin. C'est comme ça. Ou alors on les réserve pour les jours de fête. Avoir un bon sommeil, encore que pendant longtemps, Hélène Aron et moi, on a dit que c'était très important d'avoir 8 à 9 heures de sommeil pour les Ouais. personnes hautement sensibles. Mais dernièrement, il y a toujours des exceptions, hein. Dernièrement, il y a une dame qui m'a écrit en me disant: «Ah ben moi, je suis ultra sensible et pourtant, je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais il se trouve que c'est une dame à la retraite qui est très contemplative, qui passe des heures dans la nature. Donc elle a certainement un ressourcement différent». Bon, enfin voilà, il y a toujours des exceptions. Et puis, petit à petit, choisir ses amis, c'est-à-dire des amis qui nous acceptent Mmh. exactement comme nous sommes. Mmh. On n'a pas à se rapetisser, à se rétrécir, Ouais. à se mutiler pour être accepté par nos amis, sinon ce ne sont pas des vrais amis. Mmh. Choisir des vrais amis, dans la relation amoureuse, choisir la meilleure Mmh. personne possible pour nous, qu'elle soit Mmh. hautement sensible ou pas. Il suffit qu'elle accueille notre Ouais. sensibilité. Mmh. Dans notre famille, bah, faire au mieux et puis sinon, pas trop voir les personnes qui ne nous acceptent pas comme nous sommes. Et au travail, tambour battant, demander, poser les conditions de ce qui est bon pour nous au travail et si ça ne passe pas, changer Ouais. de travail, changer d'entreprise, quitte à se mettre à son compte. Mmh. Et c'est tout ça, parce que c'est concret, c'est pas, des choses intellectuelles sur la sensibilité élevée qui vont Ouais. vraiment changer la donne. C'est comment je suis moi dans ma sensibilité et qu'est-ce que je fais concrètement dans tous les domaines de ma vie Mmh. pour pouvoir bien vivre avec cette sensibilité-là. Et ça Mmh. marche très Mmh. bien. Merci Saverio de dire tout haut ce que certains pensent, parce que bon voilà, j'ose le dire. Si tu veux, bon, pour commencer effectivement à travailler, pour aider des personnes hautement sensibles, je me suis dit je vais essayer d'aller voir où est-ce qu'elles sont. Et donc j'ai vu un certain nombre sur les réseaux sociaux qui se regroupent, tu sais, voilà. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, après, c'est peut-être un passage obligé aussi, hein, d'être plutôt dans la victimologie, à se plaindre de la société, des autres, de ceci, etc. Ok, sauf que tu viens de dire qu'à un moment donné, il y a une grosse étape, c'est d'apprendre à se connaître vraiment, et le voisin ne fonctionne pas comme moi, même si c'est un hypersensible, et d'aller vraiment dans la responsabilisation de qu'est-ce que je vais faire, hein. Quels sont les choix et les décisions dans ma vie qui vont faire pour que ça me convienne et que je ne sois plus dans un auto-sabotage, que je sois au Mmh. contraire, parce que c'est très facile de tomber dans ce schéma-là. Moi, je l'ai été pendant des années, hein, et c'est pas par manque de, comment dirais-je, de travail sur moi. Moi, j'ai commencé un travail sur moi à l'âge de 17 ans. J'ai toujours été dans une quête, si tu veux, de comprendre ce qui se passait en moi, de comprendre le fonctionnement de l'autre aussi. Mais quand même, je pense que j'étais beaucoup dans l'auto-sabotage et dans une forme de victimologie avec, tu vois. Et donc, c'est quand, il n'y a pas si longtemps, quelques années, là en arrière, où j'ai décidé un jour me dire, Lydia, maintenant, stop. Donc, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux que ta vie, bah, elle ressemble à ce que tu as envie. Donc maintenant, c'est à toi de prendre les choses en Oui, main. Et tu vois, c'est exactement ce que tu dis là. Il y a une forme d'engagement vis-à-vis de soi et de responsabilisation pour s'aimer vraiment dans tous les domaines. oui, tu as 1000 fois raison, je suis 100 d'accord avec toi et c'est bien de parler de ces groupes, qui se victimisent, notamment sur les réseaux sociaux ou sur internet, parce que c'est très malsain et dans ces groupes, les personnes ne sont pas forcément hautement sensibles ou fort sensibles. Ce Mmh. sont des personnes qui ont besoin de se plaindre et de se victimiser, pour se déresponsabiliser et qui, comme tu le dis, vont toujours rejeter la faute sur la société, sur la famille, sur le système, sur l'entreprise, sur les autres et des personnes de ce genre-là, elles ont utilisé la mode des pervers narcissiques pour voir des Ouais. pervers narcissiques partout dès qu'il y avait quelqu'un qui leur déplaisait. Ça devenait complètement obsessionnel
et délirant leur truc, et qui maintenant se déclarent hypersensibles parce que la société, les autres, et on n'est pas compris, et ci et là. Et c'est tout à fait malsain parce que, euh, comme tu l'as très bien dit, il y a un moment où c'est important de se dire, et moi, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je fais pour moi? Ça. Quelle vie je veux vivre? Quelle relation je veux entretenir? Et ça, personne ne le fera jamais à notre place. Et Mm. si je reste dans la plainte avec des milliers de personnes qui continuent à se plaindre, j'entretiens des réseaux neuronaux, c'est pas simplement des Ouais. habitudes et des plis et des fausses croyances, mais j'entretiens des réseaux neuronaux qui vont tout le temps dans ce sens-là. Et Mm. après, c'est difficile d'en sortir parce que on n'y arrive plus. On est comme, on s'est soi-même conditionné à une espèce de Mm. malheur et de plainte éternelle. Mm. Continue. Ouais, ouais, tout à fait. Alors donc, hein, c'est vraiment le choix du bonheur, comme on dit. Hein. Il y a une véritable être acteur de sa vie, ça c'est totalement vrai. C'est On le arrive. bonheur de l'épanouissement, c'est le choix de la liberté, Oui, c'est oui, le choix de la légèreté, c'est aussi le oui. choix de sa singularité. C'est-à-dire que chacune et chacun de nous, nous sommes différentes et différents. Et je ne peux pas vivre ta vie, tu ne peux pas vivre ma vie. Mm. Chacun de nous, il y a un chemin à prendre, vraiment. Exactement. Et ça passe, comme tu l'as dit, par cette étape essentielle de se connaître. Et quelque part, c'est tout le temps, parce que je vois, moi, j'ai opté comme une petite des rituels en fait, en quelque sorte, en fait, une discipline de m'auto-observer, parce que du coup, nous sommes des êtres évolutifs. Donc du coup, tu peux pas te dire que ça y est, je me connais. Ben non, on évolue. Donc du coup, c'est complètement, c'est un travail de tous les jours. Alors le mot travail est pas toujours bien vu, mais en même temps, il y a quand même cette histoire d'être dans une action en fait, vraiment. Et je te remercie de l'avoir, cette précision-là, que c'est aussi nocif de rentrer dans des schémas et des choses ou des environnements qui ne vont pas être aidants du tout. C'est bien de le dire, tu vois, haut et fort quand même. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Saverio, pour toi? Quelle est ta singularité à toi? Quel est ce trésor? Quelle est moi, je vois un diamant, si tu veux, hein, tant que, avec toutes ces facettes, tu sais, que tu as découvert et que tu découvres encore dans ta haute sensibilité, avec cette haute sensibilité de toi. Je dirais que pour moi, le trésor, c'est la joie lumineuse ou c'est la lumière joyeuse. C'est une espèce de légèreté, de légèreté communicative qu'il y a quand je suis dans ma vraie sensibilité, quand je suis vraiment dans mon cœur, dans mes profondeurs, dans qui je suis moi, euh, sans intellectualiser. Je sens une espèce d'élan vital, une espèce de fontaine d'abondance, quelque chose qui est à la fois très fluide, très lumineux, très joyeux, et, et j'essaye de me brancher là-dessus tous les jours. Alors, Hmm. il y a des jours plus difficiles que d'autres, ou des jours plus joyeux que d'autres, ça dépend, hein, mais le plus souvent, j'arrive à être dans cette espèce d'effervescence joyeuse et lumineuse, qui pour moi est le signe de mon être. Enfin, il paraît que j'étais un enfant très joyeux, malgré les traumatismes que j'ai vécus quand j'étais petit et bébé, mais voilà, comme quoi ça n'empêche pas. Euh, Hmm. donc, il y a ça, et puis j'aime aussi beaucoup le mouvement. Hmm. Dans ma singularité, il y a le besoin de bouger librement, de danser, sauter. Il y a quelque chose qui est dans le mouvement, oui, dans la fluidité, dans une espèce de Hmm. danse de la vie, quoi. C'est normal, tu es né un 14 février, hein, Voilà. comme moi. Blague à part, on a évoqué ça juste avant l'interview. Enfin bon, c'est le symbole de l'amour. Et pour moi, l'amour, tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose d'effervescent, de lumineux, en fait, un petit peu, on parle d'enfant intérieur, mais quand même du jeu. C'est-à-dire ne pas, se prendre au sérieux. Moi, j'aime beaucoup Voilà. cet aspect-là, tu vois, de pas se prendre au sérieux. Et du coup, tu parles beaucoup de légèreté quand tu décris en fait ta sensibilité aussi. Et c'est quelque chose, je trouve qu'effectivement, qui est subtil à percevoir et en même temps à cultiver, parce que Mm. je crois que c'est un chemin de réel bonheur de l'instant présent, parce que ça se vit dans l'instant en fait, hein, et pas dans ces
ces trucs intellectuels, ça veut pas dire que notre intellect ne doit pas être à notre service, hein, qu'il faut pas l'utiliser. Mais du coup, ça amène une perception de la vie tellement plus lumineuse, hein, tu l'as Oui. employé ce mot, et donc moi j'adore, merci. Merci à toi, Lydia. On arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu voudrais, Saverio, peut-être, voilà, pour ces personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter, dire toi, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment oser être soi avec sa haute sensibilité, et éventuellement un message particulier que tu as envie de donner pour justement commencer à se mettre en route dans cette audace d'être soi-même, ni plus ni moins, comme je dis, être soi-même. Oui, je pense que c'est fondamental, c'est complètement essentiel d'oser être soi, d'être soi-même, que c'est une quête de toute une vie et que quel que soit l'âge auquel on commence, peu importe, ce qui compte, c'est de savoir que ça prend du temps, Mm. qu'il y a des tâtonnements, qu'il y a des moments où ça nous semble évident, d'autres moments où on est beaucoup plus dans le doute et peut-être même un sentiment d'échec, même si c'est pas un échec, c'est un apprentissage, mais on peut être dans ce sentiment-là et ça fait partie du chemin. Et que pour arriver à cette légèreté, cette joie, cette lumière, cette capacité d'être dans l'amour, eh bien, pour toi comme pour moi, ça nous a pris des années et des années et des années. Mhm. Donc ça ne vient pas tout seul, c'est vraiment, au jour le jour, on avance comme on peut. Certains jours, on fera 3 pas, d'autres jours, on fera qu'un pas. Il y a même des jours où on va pas bouger parce que c'est trop difficile et on n'y croit plus. Ce qui compte, c'est dans la durée, de savoir que toi comme moi qui avons commencé peut-être un peu plus tôt que d'autres, nous avons pu faire ce chemin-là, qu'avant nous, d'autres ont pu faire ce chemin et que vous, à qui nous nous adressons aujourd'hui, vous pouvez commencer, vous avez peut-être déjà commencé à faire ce chemin et que je crois qu'ensemble, même si on ne se connaît pas directement, même si on ne se côtoie pas directement, le fait de savoir que ça existe, que nous sommes nombreuses et nombreux à oser être nous-mêmes, à être dans la liberté, parce que oser être soi-même, c'est être dans la liberté de notre être, la liberté de sentir, de penser, d'exprimer, de jouer. Tu parlais de jouer tout à l'heure, c'est fabuleux, c'est important de jouer, d'être en relation, d'aimer les autres. L'amitié, c'est de l'amour. On n'est pas que dans l'amour amoureux, sinon c'est quand même pauvre une vie. Il y a l'amour pour nos amis, il y a l'amour pour nos enfants ou nos frères, nos sœurs, j'en sais rien, les personnes qui nous sont proches. Et, et je crois dans la générosité, l'audace généreuse. L'audace, c'est la liberté généreuse. C'est qu'est-ce que je donne aujourd'hui de moi, quitte à en dire trop, quitte à me tromper, quitte à être un petit peu maladroit. Moi, je suis quelqu'un de très maladroit. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Obélix. Alors moi aussi, alors. Hein. Mais je crois qu'il vaut mieux des moments maladroits, des mots maladroits, des gestes maladroits, parce que l'intention n'était pas mauvaise. C'est au contraire un trop-plein de sensibilité, d'élan, de, de vie. Et que bon, bah, parfois on se trompe, ou on n'a pas dit la bonne chose, ou fait la bonne chose, mais nos amis et nos proches sentent bien que c'est cette générosité, de l'audace de vivre. En fait, soyons dans l'audace de vivre. Et je veux dire quelque chose de très fort, mais je le pense depuis très longtemps. Je préfère mourir beaucoup plus tôt en ayant eu l'audace de vivre, plutôt que d'être dans la sécurité, dans la prudence, dans l'oubli de moi-même et vivre une longue vie ennuyeuse et monotone. Non, vivons! Oh, Vivons! que je te rejoins. Oh là 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 là. C'est vrai qu'en fait, la vie, elle est faite pour effectivement être un petit peu, tu sais, l'arc-en-ciel, et puis Oui, et les pétillements. Moi, j'adore le oui, mot pétillance, tu vois. oui, Pour moi, c'est ça. C'est vraiment et comme tu dis, on ne peut pas s'ennuyer. Je veux dire, dans une vie comme ça, qui effectivement, c'est un peu pour conclure aussi. Donc, cette haute sensibilité, même si elle peut être vécue en mode hérisson, une fois apprivoisée, une fois quelque part assumée, comprise par vous déjà, et en se fichant un peu de ce que pensent les autres, et ben automatiquement vous allez voir qu'en fait ces intensités, etc., vous allez les vivre peut-être et faire le focus plus sur le côté joyeux. oui, Évidemment, il y a des autres côtés, mais du coup,
automatiquement, je pense que ça va être beaucoup plus simple. C'est ça que j'essaie de dire moi aussi aux personnes de sensibles. C'est beaucoup plus simple à vivre en fait Mmh. qu'on ne le pense parce que du coup, on ne met pas forcément le focus où il faut aussi, tu vois. Exactement. Donc voilà. Donc continuons à être des vivants et des vivantes. Exactement. Continuons à être des vivants et des vivantes et continuons à aider les autres à être dans leur vivance. Exactement. Merci beaucoup, Saverio. Si les Merci Lydia. personnes veulent te suivre ou de toute façon, tu as un site internet hein, que je mettrai, hein, Oui, je crois que ça. merci. Mmh. Hein. Et puis après, au niveau de tes livres, de toute façon, tu es référencé. On tape Saverio sur Google, on trouve tous les livres que tu as, voilà, que tu as écrits. Hein. Hein, voilà. Merci infiniment. Merci Et Lydia. puis, à tout bientôt pour vous qui effectivement suivez cette chaîne. Et je vous recommande d'aller aussi écouter d'autres personnes si vous souhaitez être inspiré. Mais n'hésitez pas à dire aussi ce que cette interview vous a fait bouger, fait peut-être aussi vous déranger. C'est très bien, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Et puis poser des questions. De toute façon, moi, on y répondra avec grand plaisir. On continue les échanges. Voilà. Au revoir Merci. Saverio, au revoir tout Au le revoir monde. Lydia. Merci.